LCI Direct qui continue avec ce cessez-le-feu au Moyen-Orient qui paraissait bien fragile ce matin. Notre invité cet après-midi, Sébastien Lachaud, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Vous allez pouvoir commenter cette actualité avec nous. Et on vient d'apprendre qu'Israël confirme s'être retenu de frapper l'Iran ce matin suite à l'appel téléphonique entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Et de son côté, à l'instant également, le président iranien dit que son pays respectera le cessez-le-feu si Israël fait de même. On sent de la bonne volonté de part et d'autre après le coup de colère du président américain avant de s'envoler pour l'Europe. Est-ce que, pour vous, ça veut dire que les deux belligérants maintenant vont le respecter, ce cessez-le-feu ? L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cessez-le-feu est une bonne chose parce que la situation ainsi créée au Moyen-Orient n'était pas tenable. Est-ce que vous reconnaissez un succès diplomatique pour Donald Trump ici ? Cela reste à démontrer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque le président Trump veut que les Israéliens cessent leur bombardement, ils le font. Donc la responsabilité de Donald Trump est importante, essentielle, y compris sur l'ensemble en fait des actes commis par l'armée israélienne. Vous pensez à Gaza ? Par exemple, aujourd'hui, on le voit, la diplomatie française vient encore de condamner des agissements de l'armée israélienne qui ont conduit à, selon le Quai d'Orsay, des dizaines de morts autour d'un point de distribution alimentaire. Si le président Trump agissait, y compris sur cela, l'armée israélienne cesserait ses agissements. Ce n'est pas le cas et cela est fort regrettable. Après les frappes américaines sur l'Iran, des responsables de LFI ont qualifié Donald Trump de criminel de guerre. Est-ce que vous maintiendriez ce qualificatif pour le président américain aujourd'hui ? En tout cas, les faits sont là. Il est interdit, en tout cas, les frappes commises par les États-Unis sont en contradiction flagrante avec le droit international. Aucun pays n'a le droit de bombarder un autre pays. Aucun pays n'a le droit de bombarder des installations nucléaires qui, si il y avait eu des matières fissiles à l'intérieur, auraient pu contaminer les populations civiles aux alentours. Oui, c'est un crime de guerre. Et oui, les États-Unis l'ont fait de manière totalement illégale et illégitime. Est-ce que, pour autant, vous reconnaissez que l'Iran continue de jouer la provocation ? Aujourd'hui, on parle de cessez-le-feu et il y a un responsable iranien qui dit avoir pris les mesures nécessaires pour poursuivre son programme nucléaire. C'est malvenu ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que lorsque l'Iran, les États-Unis, la France et d'autres pays ont signé un accord justement sur le nucléaire iranien en 2015, l'Iran l'a respecté. L'a respecté jusqu'à ce que Donald Trump, lors de son premier mandat, unilatéralement, balaye tout d'un revers de main et rajoute des sanctions sur l'Iran. Donc, à la fois, les Iraniens ont fait preuve de bonne volonté lorsqu'il s'agissait de respecter un accord signé par tout le monde, qui a été bouleversé par Donald Trump. Donc moi je ne sais pas si les Iraniens jouent à la provocation. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que toutes les agences de renseignement du monde, y compris la CIA, expliquaient il y a encore 2 mois que l'Iran n'était pas du tout à 2 doigts de toucher l'arme nucléaire, comme l'a expliqué Benyamin Netanyahou. Et si vous regardez, c'est CNN, je crois, qui a fait un montage saisissant. Cela fait maintenant 30 ans que Benyamin Netanyahou explique qu'à quelques semaines, l'Iran est d'atteindre l'arme nucléaire. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'un prétexte de la part de Benyamin Netanyahou, un de plus, pour maintenir un état de guerre dans le Moyen-Orient pour des raisons internes. Parce qu'il a besoin de cette situation pour se maintenir au pouvoir, un pouvoir qui est on ne peut plus fragile. On l'a vu, il a échappé à une motion de censure à quelques voix près, juste avant justement d'engager ses frappes contre l'Iran. Donc la politique interne d'Israël a des conséquences sur l'ensemble de la région et on l'a vu, on était à 2 doigts d'un embrasement régional voire mondial, donc la paix du monde est menacée uniquement pour des raisons de politique interne israélienne. Donc aujourd'hui, il est essentiel que la France fasse entendre sa voix dans la région, qu'elle reprenne et qu'elle retrouve une position de respect du droit international, d'impartialité qu'elle avait. Et dans la région, il faut sans cesse rappeler ce que la France a fait en 2003. En 2003, Jacques Chirac a refusé de suivre les
Américains dans la guerre en Irak. Une guerre en Irak, je vous le rappelle, les Américains expliquaient que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Une fois que la guerre a eu lieu, à aucun moment il n'a été prouvé, démontré, ou même c'est même l'inverse qu'il l'a été, qu'il y avait un programme d'armes de destruction massive en Irak. Il s'agissait là d'un prétexte pour organiser cette invasion, et on voit les conséquences. C'est plus d'1 million de morts en Irak, un pays qui, 20 ans après l'intervention américaine, n'est toujours pas stabilisé, toujours un pays qui est facteur de déstabilisation dans la région. Et la France s'est grandie en refusant de le faire en 2003. Et aujourd'hui, malheureusement, en 2025, Emmanuel Macron est très timoré et ne s'inscrit pas dans la tradition de notre pays. Alors vous parlez de paix dans le monde. Est-ce que la paix dans le monde ne serait pas menacée par un programme nucléaire iranien qui irait à son terme? Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. Toutes les agences de renseignement, je vais me répéter, disaient que les Iraniens n'étaient pas dans cette phase-là. Les Iraniens ont signé un accord justement sur le démantèlement de ce programme militaire et de se consacrer à un programme civil qui, je le rappelle, est autorisé. Tout pays a le droit de développer un programme nucléaire civil. C'est le programme militaire qui pose problème. Les Iraniens ont signé un accord pour ne pas développer cela. Ce sont les Américains qui ne l'ont pas respecté. Ça, c'est un fait. En 2018. C'est un fait. On est en 2025. Oui, bien sûr. Mais qui a renié sa parole? Ce sont les États-Unis. Ce ne sont pas les Iraniens. Donc, aujourd'hui, reprenons les négociations. Parce que de toute manière, ça n'existera pas de solution hors d'un cadre négocié. Reprenons les négociations. Et je pense que nous pourrons trouver une solution. Les négociations avaient repris. Ça faisait 60 jours qu'elles duraient. Ça aboutissait à un échec. Et l'AIEA elle-même disait les Iraniens mentent. On ne peut pas vérifier le degré d'enrichissement de l'uranium. Il ne fait qu'augmenter et ils nous mentent. On fait comment dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, on continue à négocier. Et je le rappelle, les Iraniens avaient signé un accord. Et il faut que les Iraniens retrouvent aussi confiance dans leurs interlocuteurs. Parce que signer un accord, démanteler leur programme pour que, dans la foulée, le principal partenaire annule l'accord et mette des sanctions économiques, oui, en effet, ça tue la confiance. Et pour aboutir à des solutions pacifiques, négociées, il faut que tous les partenaires respectent leurs paroles. Et ce régime ne vous faisait pas peur? Alors, qui menaçait directement Israël, qui menaçait aussi l'Occident, qui oppressait son peuple, qui le fait encore d'ailleurs, puisque la répression continue malgré les bombardements. Gabriel Attal, à l'instant à l'Assemblée, vient de parler d'un régime sanguinaire. Écoutez, si vous voulez que je condamne le régime iranien, nous n'avons jamais été ses partisans. Nombre de députés LFI sont des parrains, justement, de condamner à mort en Iran, et nous condamnons ces pratiques. Mais à aucun moment, jamais dans l'histoire, une intervention militaire étrangère n'a permis de changer un régime politique. Ça sera les Iraniens eux-mêmes qui décideront et agiront pour renverser ce régime s'ils décident de le faire. À aucun moment, une intervention militaire ne l'a permis. On revoit le cas de l'Afghanistan, on voit le cas de l'Irak, à aucun moment. Donc, plus que jamais aujourd'hui, il faut travailler à la paix, travailler à des accords qui permettront de pacifier cette région. Mais je tiens quand même à le rappeler. Quel est le pays qui a engagé des frappes militaires en violation complète du droit international? Sur le Liban, sur le Yémen, sur la Syrie, aujourd'hui sur l'Iran. C'est Israël. Qui se sentait menacé, on rappelle. Qui se sentait menacé, on rappelle. Écoutez, on peut prendre le droit international dans tous les sens. Un pays a le droit de se défendre lorsqu'il est attaqué. Israël n'a pas été attaqué par le Liban. Israël n'a pas été attaqué par la Syrie. Israël n'a pas été attaqué par le Hezbollah? Il n'y a pas eu des roquettes tirées sur le territoire israélien? Pardon? Israël n'a pas été attaqué par le Hezbollah? Israël n'a pas reçu des roquettes du Hezbollah? Mais pas de l'Iran. Oui, mais c'est un proxy, vous le savez bien. Un proxy de l'Iran? Oui. Non, un proxy, mais pas du Liban. Le Hezbollah est un proxy de l'Iran. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que des frappes israéliennes ont eu lieu sur la capitale du Liban.
Ça, c'est totalement inacceptable et c'est interdit par le droit international. Et je le rappelle, la France a un accord de défense avec le Liban. Vous auriez aimé que la France intervienne à ce moment-là? La France aurait dû, en effet, respecter sa parole. Nous avons un accord de défense avec le Liban. Nous aurions dû agir pour empêcher cela, bien sûr. Vous réclamiez un débat à l'Assemblée nationale sur le conflit au Moyen-Orient. Il aura lieu, ce débat, c'est demain soir. Qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, nous attendons très clairement que le gouvernement condamne de manière claire et nette toutes les violations du droit international qui ont eu lieu, que le gouvernement annonce qu'il va agir de manière concrète pour une désescalade, qu'il va agir pour maintenir la paix dans cette région. Et c'est pas ce que fait le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour vous, là? Écoutez, moi, aujourd'hui, les réactions françaises sont très timorées. Moi, la seule condamnation que j'ai vue pour l'instant, claire et nette, d'une frappe, c'est la frappe de réplique des Iraniens sur la base américaine au Qatar. Frappe qu'il faut évidemment condamner et dénoncer. Mais il faut aussi condamner les frappes américaines et il faut condamner les agissements des Israéliens. Donc vous demanderez plus de fermeté, que la France, elle retrouve sa voix, disiez-vous tout à l'heure. Oui, tout à fait. Que la France cesse d'être le porte-voix des Américains, ou voire même des fois, on peut se poser la question du gouvernement de Benyamin Netanyahou, que la France retrouve sa position traditionnelle. Je ne demande pas une révolution, juste la position traditionnelle. De Gaulle à Phnom Penh quand il condamnait la guerre du Vietnam, de Mitterrand à Cancun quand il demandait un nouvel ordre international, ou de Chirac en 2003. Rien de plus, mais rien de moins. Emmanuel Macron l'a dit, c'était illégal encore ce matin. Ouais. Une position traditionnelle, dites-vous, pour la France, mais en règle générale, l'opposition sur la politique étrangère est plus en soutien pour qu'il n'y ait qu'une seule voix en France pour parler au monde. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne? La même ligne de quoi, par exemple ? De dire qu'il faut une seule voix pour la France et donc il vaut mieux se rassembler plutôt que de critiquer la position de l'exécutif. Il faut une seule voix lorsque cette voix porte les intérêts de la France et qu'elle porte le respect du droit international. À partir du moment où la voix française n'est pas justement vraiment une voix française, mais est le porte-voix des États-Unis, par exemple, la question se pose. Je pense que nous ne pouvons pas aujourd'hui... Il y a énormément de pays dans le monde qui attendent que la France tienne son rang et tienne sa position traditionnelle. Mais... Laisser croire à ces pays que la seule voix qui s'élève en France, c'est celle d'Emmanuel Macron, qui ne tient pas cette position, serait affaiblir la France. Et pourtant, il s'est opposé à Donald Trump. On l'a vu encore avec Donald Trump, qui a tensé le président français lundi dernier, lors du sommet du G7. C'était au Canada, et le président américain qui claque à la porte du G7. Donc, Emmanuel Macron n'est pas forcément le porte-voix de Donald Trump. Il a dénoncé ces frappes non, il ne les a pas dénoncées. Il a dit qu'elles étaient illégales, mais potentiellement légitimes. Pour lui, il s'oppose pas. Pour vous, il ne s'oppose pas assez à Donald Trump? Emmanuel Macron dit tout et son contraire. Si vous le regardez sur les 15 derniers jours, vous pouvez trouver des citations qui diront tout et leur contraire. Il a quand même fait un tweet cette nuit à minuit pour dire que nous nous tenions aux côtés du Qatar. Ce tweet a été effacé, il a été republié plus tard, où il n'y avait plus la mention de « nous nous tenons à côté du Qatar ». Dans le domaine des relations internationales, nous ne pouvons pas avoir un président qui dit blanc un matin, gris à midi et noir le soir. Et ça, c'est ce que vous lui direz quand il va recevoir les chefs de parti, parce qu'il compte le faire après le sommet de l'OTAN, justement pour s'entretenir sur la situation au Moyen-Orient. Je pense que oui, nos représentants tiendront également ce langage. Vous suivrez aussi le sommet de l'OTAN ce soir. Certains disent que c'est le plus important depuis la fin de la guerre froide. Alors je ne sais pas si c'est le plus important, mais très clairement, c'est un sommet de l'OTAN qui montre que les Européens, loin d'affirmer une autonomie stratégique, loin de réaffirmer une opposition à Donald Trump, vont démontrer leur soumission pleine et entière à Donald Trump. Donald Trump est arrivé au pouvoir et a dit « Maintenant, les Européens, vous allez payer 5% du PIB pour votre défense. 5% du PIB qui vont servir essentiellement à acheter des armes américaines. » Vu que 70% des armes européennes sont achetées aux États-Unis. Les Européens avaient dit non,
Sébastien Lecornu avait dit « je suis opposé à ces 5%». Eh bien là, tous les pays européens vont acter que 5% de leur PIB vont servir à la défense nationale. Sans que l'on sache exactement ce que l'on va faire avec ces 5%, quelles sont les armes que l'on va acheter et à qui. Oui, Donald Trump a parfaitement réussi, il a sifflé et les Européens sont revenus au pied. On se souvient des propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'OTAN. Quelle est la position aujourd'hui, la France insoumise, vis-à-vis de l'Alliance ? Mais plus que jamais, nous devons nous en dégager. Nous devons quitter le commandement intégré et, à terme, quitter cette alliance qui, on le voit, ne sert que les intérêts américains et fait la démonstration avec ce sommet qu'il n'y a pas d'autonomie stratégique européenne possible face à Donald Trump, face aux États-Unis. Les États-Unis décident, les Européens exécutent, même lorsque les Européens ont dit avant qu'ils n'étaient pas d'accord. Merci beaucoup Bastien Lachaud d'avoir répondu à notre invitation.